Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'innovation managériale et plus particulièrement de la différence entre l'innovation managériale dite disruptive de l'innovation managériale dite incrémentale. Et souvent, la plupart des personnes opposent les deux en disant bah non, accompagner les personnes c'est suffisamment compliqué pour qu'on ne aille pas vers des ruptures, les ruptures ne peuvent pas être digérées par les personnes. La plupart du temps, les gens pensent incrémental parce qu'ils se disent s'il y a des évolutions de comportement, pour les êtres humains, c'est quand même plus facile de le faire pas à pas, de façon incrémentale. Pour rentrer dans le détail et voir que ces deux types d'innovation, rupturistes et incrémentales, ne s'opposent pas, en fait, elles sont complémentaires. Pour moi, c'est fromage et dessert, parce qu'on parle de deux sujets qui sont radicalement différents. Le mieux, c'est que je prenne un exemple. Dans une entreprise que l'on accompagne, qu'on a accompagnée, on est quasiment à la fin, ils nous ont demandé de définir un cadre de travail, de définir le cadre dans lequel sont clarifiées les autorités des personnes. Donc tout nouvel entrant comprend très bien tout de suite de façon explicite quelles sont ses autorités, quelles sont ses limites d'autorité, comment est-ce qu'il peut fonctionner avec les autres. Et donc on travaille avec le PDG, le fondateur, sur cette notion de cadre. Et je lui explique le concept de constitution. Il a compris qu'en fait son besoin de cadre, de définir le cadre des autorités, des limites d'autorité de tout à chacun, pour que tout soit explicite dans l'entreprise, en fait c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle une constitution. En fait, la matière sur laquelle on a travaillé ensemble, avec quelques-uns de ses collaborateurs, c'est la matière du pouvoir constituant, qui est une nouvelle matière. En tout cas, dans le monde des organisations, c'est une matière qu'on connaît. La plupart des pays ont des constitutions, donc il y a un pouvoir constituant, c'est l'art de créer des constitutions et de les faire évoluer, pour créer les architectures qui les soient les plus favorables. Et là, il a fait le lien, ce PDG, entre ce qu'il recherchait, un cadre explicite, qui définisse le management et le self-management, qui définissent les autorités, à travers des rôles notamment, mais pas que, qui définit le fait que toute attente implicite ne fait aucun poids, donc qui définit un certain nombre de cadres, à la fois de protection et de permission, dans le but d'empuissancer les personnes. Et en fait, ça s'appelle une constitution. Et la matière dont on parle s'appelle le pouvoir constituant. Ce qui n'est pas une matière qui est facilement accessible parce qu'on n'est pas habitué à l'utiliser. C'est vrai que dans la plupart des entreprises, on a déjà du mal avec la matière qu'on appelle management. Le management est une matière assez pauvre, mal définie, la preuve, autant de personnes, autant de définitions du mot management, une espèce de boîte noire. Et donc la difficulté, elle est double. D'abord de clarifier le management et ensuite le pouvoir constituant. Et finalement, je me rends compte, depuis ces 12 dernières années de travaux de recherche sur ces sujets-là, que c'est parce qu'on est capable de définir la matière au-dessus, c'est-à-dire le pouvoir constituant, qu'on est enfin capable de définir sérieusement ce qu'est le management, puisque le management est défini et décrit justement dans cette constitution, dans ce pouvoir constituant. Et donc en brainstormant, en discutant avec ce patron, il a compris que l'intérêt de créer ce pouvoir constituant, cette structure de pouvoir explicite. Et à un moment donné, j'étais amené à lui partager la raison pour laquelle moi je fais le métier que je fais depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est que je me suis rendu compte que accompagner les êtres humains, c'est bien. Leur permettre de se développer, c'est bien. J'ai été coach, j'ai été médiateur, j'ai même été thérapeute. Et je me suis rendu compte à chaque fois que j'accompagnais ces personnes, qui revenaient après avoir reçu cet accompagnement, ils revenaient dans leur contexte familial, contexte professionnel, qu'en fait, à chaque fois qu'ils faisaient un pas en avant avec moi, ils en faisaient deux en arrière. Pourquoi ? Parce que même s'ils avaient bien avancé dans mon accompagnement, dans mon stage, en fait, en revenant dans les environnements qui étaient des environnements toxiques, eh ben, ils régressaient de 3 pas en arrière. Et donc là, ça remonte déjà 15-20 ans, pour moi, c'était évident que autant le coaching, la médiation, la thérapie, ça apporte des bénéfices. Je ne suis pas du tout en train de critiquer ça et ça crée beaucoup de valeur. J'ai adoré faire ces pratiques-là. Ça n'avait pas de sens. Pour moi, ça n'avait pas de sens et qu'il était essentiel qu'on s'occupe. Et en tout cas, moi, je voulais consacrer mon activité professionnelle et personnelle d'ailleurs sur ce sujet qui est de comment est-ce qu'on travaille l'environnement. J'ai un fils qui est dans la permaculture. Ça produit des fruits et des légumes qui sont magnifiques. Mais quand vous l'écoutez, vous l'interrogez, en fait, il se fiche complètement des fruits et des légumes. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce que je fais pour que la terre soit saine. Et si la terre est saine, alors les fruits et les légumes, ils vont être magnifiques. Mais c'est pareil dans l'organisation. Comment est-ce que je fais pour créer un environnement de travail, un cadre de structure, un cadre pour exercer le pouvoir, un cadre de fonctionnement qui soit sain. Parce que du coup, les comportements vont nécessairement être sains. Et le cadre qu'on utilise habituellement sans définir le cadre, donc le cadre par défaut, c'est-à-dire le management pyramidal, hiérarchique, enfin, qu'on a un peu adapté comme on a pu évidemment. Eh bien, ce cadre-là, il est malsain. Il est malsain et donc il crée des comportements malsains. Par exemple, c'est difficile pour un employé, un salarié, qui, je vous rappelle, a un contrat de travail, donc un lien de subordination avec un responsable hiérarchique, même s'ils ne se le disent pas tous les jours, mais qui est quand même là. C'est difficile pour quelqu'un, lorsqu'il a une nouvelle idée, quelque chose d'important qu'il veut faire passer, qu'il veut créer, de le faire. Tout simplement parce qu'il doit d'abord le vendre. Le vendre éventuellement à son boss. Et si son boss ne comprend pas
ne partage pas son point de vue, n'a pas sa vision et ou est débordé, bonjour, je lui souhaite du courage à ce salarié pour faire passer son idée et d'avancer, sans dépenser une énergie colossale à essayer de vendre le truc en interne. Donc on voit bien que juste cet exemple-là, alors vous allez me dire c'est pas comme ça chez vous, mais bon, je pourrais en prendre d'autres. Mais il faut bien reconnaître que dans ce modèle, avec un contrat de subordination, un lien de subordination, un contrat de travail, et un environnement qui a évolué pas vraiment de manière sérieuse et sensible, c'est vrai que c'est difficile pour un salarié qui aurait des idées de création de nouvelles choses, de réinvention, d'innovation, que de bouger facilement la structure en place avec ses petits bras musclés, parce qu'il doit, sans dépenser beaucoup d'énergie, à vendre son truc en interne, à aller vendre le truc à ceux qui ont le pouvoir de faire évoluer la structure, surtout qu'en plus la structure, son évolution, est assez centralisée dans la plupart des organisations. Et du coup, c'est évident que, en tout cas pour moi c'est évident, et j'étais content parce que j'avais enfin trouvé quelqu'un pour qui c'était évident aussi, c'est important si on vraiment veut changer, transformer les entreprises, pour aller vers ce qu'on appelle le self-management, pour aller vers plus de responsabilité des collaborateurs, qu'il faille changer en premier lieu la structure de pouvoir qui est en place, induit des comportements de victimes, selon le triangle de Karpman, et ces comportements-là qui sont générés uniquement par l'existence même de la structure de pouvoir, vont à l'encontre des comportements qu'on vise. Donc c'est juste du bon sens que de dire, mais avant de vouloir accompagner mon entreprise vers une transformation, vers du self-management, vers la responsabilisation, rendre les gens acteurs, etc., 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 et donc vers de nouveaux comportements, c'est juste de bon sens que d'arrêter le robinet, c'est-à-dire de changer la structure de pouvoir qui est en place et de s'assurer que la nouvelle structure de pouvoir qui est en place, de façon rupturiste, elle est vertueuse et elle crée des comportements, les comportements qu'on souhaite. Même s'il ne se passait rien derrière, même si j'accompagnais pas les gens, la structure de pouvoir, c'est inhérent à la structure qui est en place, à l'environnement dans lequel les gens vivent et travaillent, va créer des comportements qu'on le veuille ou non. Et du coup là, on rejoint la matière qui est le pouvoir constituant. Et évidemment, bon, moi je recommande à tout le monde de démarrer par là, après les gens font ce qu'ils veulent, évidemment. Mais ça fait sens pour moi de se dire que l'évolution et l'innovation managériale passent d'abord par une remise en cause, une recréation, une réinvention de la structure de pouvoir dans laquelle on fonctionne. Si on veut derrière que les gens aillent de façon écologique, sans faire un pas en avant, trois pas en arrière, vers plus de responsabilisation. Si on veut derrière que les gens sont en puissance. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place cette structure de pouvoir explicite, cette constitution, ce pouvoir constituant, alors bien sûr, il va falloir, c'est nécessaire, d'accompagner les personnes dans cette évolution de leur propre comportement, et cette approche, cette gestion du changement va se faire de façon incrémentale, puisque là on est directement centré sur l'humain, et qu'on sait bien que pour un être humain c'est difficile de changer d'habitude, c'est difficile d'adopter de nouveaux comportements, et nouvelle habitude, un nouveau comportement, on les fait un par un et ça prend du temps, Et donc voilà comment on peut définir en fait une nouvelle approche que moi j'appelle le pouvoir constitutionnel, en définissant d'abord, en commençant la gestion ou la transformation ou l'innovation managériale par la mise en place de la structure explicite que l'on veut, en la rapprochant de l'ADN de l'entreprise, de la culture de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut comme culture pour demain dans cette entreprise? Et tout ça fait l'objet d'un travail passionnant qui est de rendre explicite ces comportements sous la forme d'un document qui s'appelle une constitution. Qui contient quoi ce document? Il contient la définition, qu'est-ce que c'est qu'une autorité? Quel est le cadre? C'est-à-dire quels sont les nudges, quels sont les mécanismes qui permettent à chacun de s'empuissancer. Comment est-ce que je fais pour définir les autorités? Comment sont définies les autorités de manière explicite? Probablement à partir de rôles, parce que c'est un outil majeur. Et puis comment je fais pour faire évoluer? Comment je permets à chacun de gouverner l'évolution qui est nécessaire à partir de quelque chose que j'ai ressenti, moi, au collaborateur dans mon travail, une limite dans l'exercice de mon travail, qu'on appelle une tension, le plus fréquemment, et qu'à partir de cette tension, si j'ai une tension centrée dans la réalité, c'est-à-dire qui vient limiter l'exercice de mon travail, soit qui m'empêche d'améliorer les choses, soit qui m'empêche d'innover les choses, à ce moment-là, je peux gouverner cette tension, je peux modifier l'organigramme pour traiter cette tension, sachant que c'est une tension qui a été amenée par la réalité. Donc voilà, pour ça que je peux dire que, en fait, en tout cas, la façon dont on accompagne ce client, et puis il y en a de plus en plus, parce qu'évidemment maintenant on commence à avoir une grande maturité sur le pouvoir constituant, cette nouvelle matière, et donc sur le management, qui nous a amené du coup à créer des formations de management un peu plus sérieuses que ce que j'avais pu vivre dans le passé quand j'étais patron. Et d'autre part, d'accompagner les entreprises sur la création de leur constitution, la constitution, pas la constitution des patrons, la constitution qui convient à leur entreprise. Et dans l'approche, on démarre par la mise en place d'une constitution. Et ça, c'est une innovation managériale, c'est même une innovation méta-managériale, dans la mesure où le pouvoir constituant est du méta-management, et que ça se fait de manière disruptive. Dès que la constitution est prête, dès que le document est prêt, il est décidé, communiqué, concerté bien sûr, mais il est décidé et c'est parti, sans pour autant avoir
en préalable à avoir à accompagner l'ensemble des personnes sur le développement de chacun des nouveaux comportements qui seraient induits par cette constitution. Ça va se faire tout seul. J'ai fermé le robinet et j'ai mis le courant dans le bon sens. Le courant est maintenant dans le bon sens, dans le sens de ce vers quoi on vise. Il ne va pas à contresens. Et du coup ensuite, bien sûr, dans la foulée, je peux commencer à accompagner les personnes vers ces nouveaux comportements, accompagner le changement dans la durée. Et cette fois, ces changements-là, il va se faire dans le même sens que celui de la structure, il va se faire dans le sens du courant.